Bonjour sportifs à tous, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour parler sport. Comme toujours, lors de ce rendez-vous, nous nous intéressons aujourd'hui avec nos confrères en studio sur des thématiques notamment liées au football. Nous parlons des championnats nationaux de première et deuxième division. Qu'est-ce à retenir sur les matchs du week-end dernier? Nous nous intéressons également au match Togo-Soudan du Sud qui a lieu dans quelques instants. Sinon, sous les coups de 16h au stade de Kégué, les éperviers qui seront face aux Bright Stars du Soudan du Sud. Et aussi, Kevin Denke, l'attaquant international togolais, a pris soin de nous accorder une interview exclusive que nous aurons bien sûr le plaisir de partager avec vous dans cette émission Club Sport Santé. Nous sommes tout heureux de vous recevoir encore une fois. Charles D'Ernesto, bonjour et encore une fois bienvenue. Bonjour Angelo et bonjour aux téléspectateurs. En pleine forme? Très bonne forme. Ah, ça nous plaît. Thierry Tengue, merci d'être là. Merci également, bonjour à tous, au plaisir d'être là. Vous allez bien? Ça va. D'accord. On va parler, sport dans cette émission. Nous allons nous intéresser d'abord à la D2, messieurs, avec toujours le CDF ACNO tout doucement, qui continue, on pourra dire, sur son parcours sans faute au niveau de cette compétition. À l'arrivée, lors de la dernière journée, sinon la 9e et avant-dernière journée de ce championnat, encore une fois, le CDF ACNO s'est imposé face à l'Étoile Filante. Là aussi, il n'y a pas photo. En aller-retour, le CDF ACNO a marché sur l'Étoile Filante. Hein. Oh oui, c'est recto verso. Non, mais vous savez, moi, je me dis au niveau des playoffs, depuis pratiquement 2 journées, il n'y avait plus match. Quand on sait que CDF ACNO et l'Étoile Filante, au vu de leur avance sur leurs adversaires au classement, avaient déjà pratiquement les 2 pieds en division supérieure. Oui. Ça s'est confirmé la fois dernière avec la victoire de CDF ACNO face à l'Étoile Filante, son dauphin, 4-2. Je pense que la messe était dite. Oui. Et puis bon, CDF ACNO avant terme est sacré champion de la D2. Puis son dauphin également, l'Étoile Filante, malgré l'écart de 2 ou 3 points, oui, est également qualifié pour la division supérieure. Je pense que la dernière journée, ce sera juste une journée de barreau d'honneur pour tous ces clubs, ces 6 clubs-là qui ont disputé ces playoffs. C'était vraiment intéressant à ce niveau. Mais déjà à la phase aller, on voyait CDF ACNO en avance sur ses adversaires. Ça s'est confirmé au fil des journées. Oui. Et puis bon, moi je me dis, en 2-3 ans, oui, CDF ACNO a confirmé tout le bien qu'on pensait de cette équipe. L'Étoile Filante aussi, qui avait raté de peu la montée il y a quelques années, qui maintenant va jouir de cette première division. Maintenant, pour Ifoudier, c'est la déception. Oui. Comme je l'ai toujours dit, Ifoudier qui a terminé bien sa phase régulière, de course, sa phase régulière, à la première place. Et puis bon, avec des problèmes internes, oui, qui s'est retrouvé finalement à la 3e place. Je pense que ça fait... Des regrets? Oui, je pense que ça doit être des regrets parce que ça fait la 2e fois de suite également. Exactement. Pour Ifoudier Atakpamé et que ce club-là rate la première division. Maintenant, derrière, il y a également la professionnalisation qui s'annonce. Oui. On va dire que ça va encore devenir très difficile pour ces clubs-là qui vont lutter pour la montée la saison prochaine. On parlait tout à l'heure de l'Étoile Filante avec le CDF ACNO. Le tableau s'est dessiné à un moment donné que les deux allaient rejoindre la D1. Bien évidemment, je me rappelle où Charles disait que voilà, c'était déjà fait. Effectivement. Des équipes, on est devant la réalité. Oui. C'est pas rien, c'est d'abord un travail mis en place par les dirigeants de ces 2 clubs, même si c'est à 5 points d'écart que voilà, les académiciens du Rocher Bleu qui, oui, ont montré déjà leur ambition. On se disait que voilà, pour une équipe qui joue pour la 2e fois en D2 avec telle équipe où il y a un jeu très chatoyant. Tout le monde apprécie quand même. Tout le monde apprécie. Et bon, c'est une belle performance. Vivement que les autres qui n'ont pas eu également la chance d'être un peu s'emboîter le pas, surtout dans l'organisation. L'Étoile Filante, quand vous voyez le championnat régulier, on sentait qu'il y avait quand même une ambition au niveau de ces dirigeants. Ils ont mis les moyens en place, tout ce qu'il faut dans l'organisation. Les supporters les accompagnent. Voilà ce qu'il faut également pour d'autres clubs qui ont manqué ce petit côté. En tout cas, pour CDF et l'Étoile Filante, c'est du mérite tout simplement.
tout simplement, vous l'avez dit, hein, tout le mérite, hein, parce que on le dit souvent, le travail bien fait paye toujours. Ça n'a pas été l'année d'Agaza, il faut patienter encore. Hein. On parlait tout à l'heure de la 10e journée qui va compter pour du beurre, mais Agaza, qui sait, peut revenir la saison qui arrive. Ça c'est juste sur des détails. Quand je parle de détails, c'est d'abord de la motivation. Oui. Pour cette équipe d'Agaza, on a vu qu'ils avaient également affiché cette ambition. Malheureusement, tout de suite, il n'y a pas eu ce déclic-là au niveau des victoires. Et quand vous prétendez remonter en championnat en T1, il faut tout de suite commencer par des victoires. Et ils ont été en retard à ce niveau. Ils se sont quand même rattrapés un tout petit peu, mais c'était trop tard. Où il y avait des adversaires directs qui voulaient également gagner pour passer. Oui. Et bon, ce n'est que partie remise. Il faut juste revoir encore l'organisation, aller chercher des joueurs, parce que quand vous prenez cette équipe d'Agaza, on a l'impression que c'est des anciens joueurs. Ceux-là qui ont d'abord goûté aux délices de la première division étaient là. Pratiquement, par rapport aux autres équipes, c'est rajeuni. Donc ça s'est joué également à ces niveaux. Ça a été leur talon d'Achille quelque part? Quelque part, oui. Le petit bémol également, c'est au niveau de l'attaque. Il n'y avait pas cet attaquant qui à tout moment devait marquer des buts. Moi j'ai vu cette équipe des matchs d'Agaza, c'est un problème de finition. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas un attaquant digne de ce nom. C'est du travail tout simplement. Exactement. Donc, ils n'ont pas démérité, mais pour moi, ça c'est juste sur des détails où ils ont été tout simplement un tout petit peu... j'allais dire derrière, on va dire. Vous voulez réagir avant de parler? Allez-y, Charles. Le cas à Gaza. Oui, le cas à Gaza. Je pense qu'il s'agit également de la vision du club. Vous voyez, Etchevi a fait cas tout à l'heure de la jeunesse de plusieurs de ces clubs de deuxième division. Par contre, Agaza a opté pour les expérimenter. Mais je pense que ça n'a pas marché et il revient à la direction de prendre les meilleures décisions. Quand vous parcourez un peu le championnat de deuxième division, vous allez voir que toutes les équipes qui ont voulu aller avec les expérimentés, ils ont fait échec. Je veux parler notamment de Koroki de Chamba. Je veux parler de Agua de Kusutu. Et ce sont des équipes qui ont voulu... C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu faire avec les jeunes et le résultat est là. Ça prouve aujourd'hui que le football maintenant, c'est la jeunesse, c'est la détermination, c'est l'abnégation. Et tout ça se fait voir au niveau des jeunes qui veulent montrer leur talent. Par contre, les expérimenter, vous savez, à un moment donné, c'est la tête qui joue et peut-être avec la physique et la jeunesse de l'équipe adverse, ils ont cette difficulté-là. Sinon, moi, personnellement, je n'ai pas senti vraiment Agaza prêt pour la montée en première division, parce que vous allez voir comment cette équipe-là a commencé le championnat à la fin de la première de l'intersaison de la phase allée. Agaza était pratiquement à 1 point, non, à 2 points, à 2 ou 3 points. 3 matchs nuls seulement, aucune victoire. Aucune victoire. Vous voyez, donc le classement, ça disait long. Et bon, au match retour, ils se sont ressaisis. Mais malheureusement, vous savez, les playoffs, c'est également autre chose. Chaque match était une finale pour chacune des équipes engagées. Et voilà, je pense que Agaza va revoir sa copie et revenir avec de bonnes intentions pour la saison prochaine. Une chose à souligner également, c'est une équipe aujourd'hui qui a plus de supporters. Quand vous regardez, vous suivez les matchs d'Agaza, ça fait pitié. Quand vous allez à Bossimi, ça fait comparativement à l'époque, c'est rien que des enfants qui sont là avec des tam-tams. Le contraire de l'étoile. Le contraire de l'étoile et de CDF Aknou. CDF Aknou, pour se déplacer à Lomé, vous n'êtes pas sans savoir avec FSA, c'est la symbiose. On les appelle les Hayaroyo. Ouais, les Hayaroyo, pour se déplacer, c'est pratiquement toute l'équipe. Au niveau des jeunes, de l'équipe féminine, et vous sentez en même temps qu'il y a eu une motivation. Et quand vous êtes joueur sur une pelouse, vous avez ça derrière. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le cas Asfosa également est aussi pertinent. On reviendra en tout cas samedi sur ces rencontres-là, surtout la 10e et dernière journée. Et nous allons également aller titiller le président de CDF Aknoura. Il a été déjà dans ce studio lors de la phase allée. On le revoit pour parler du bilan, bien sûr, de sa formation sacrée au niveau de la D2 nationale de football. Et nous enchaînons avec la première division, là aussi, avec diverses fortunes réservées à certains clubs, notamment Semassi Tsokode, qui a fait le déplacement à Lomé la dernière fois, mais copieusement battu par la SOTR 4-2. Cette équipe de Semassi n'arrive pas à sortir de l'ornière. Non, je pense que l'équipe est avant-dernière maintenant au classement. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. On dirait que les cadres de la localité ont lâché complètement l'équipe.
On se demande là où ils sont partis. Mais moi, je me dis certainement qu'il y a un problème derrière, un problème qui ne dit pas son nom. Sinon, c'est inadmissible que Semassi de Sokode, cette équipe-là, où on dit souvent après Allah, c'est le football. Oui. Et l'équipe qui est en train de dégringoler et ne trouve pas de preneur, c'est vraiment grave. Et je me dis quel sort sera vraiment réservé à cette équipe-là en deuxième division. Je me dis, la messe est dite également pour Semassi de Sokode. Vous pensez qu'elle sera en D2 ou bien il y aura quelques matchs à gagner puis on va se maintenir à la fin? Quand vous voyez un peu les statistiques... Tu avais dit que c'est jouable, mais bon, Charles, allez-y. Non, ça dépend également des adversaires. N'est-ce pas? Ils vont jouer contre Bikinti, par exemple. Bikinti aussi également en partance. Les deux luttent pour le maintien. Le maintien, effectivement, mais... Je me dis, avec les 4 clubs qui descendent, c'est vraiment difficile pour Semassi. On sait que la SOT est vraiment très en forme. Exactement. C'est une équipe qui a raté carrément la qualification pour la finale de la Coupe du Togo. Avec des jeunes, hein? Oui, avec des jeunes. Ouais. Vous savez, l'osmose a su prendre également à ce niveau. N'est-ce pas? À Metokoro. On a vu Nazif Ouro qui a arrivé, bien sûr. À Votor, meilleur buteur du championnat. Voilà, qui s'est révélé. Et puis Nazif, meilleur buteur, meilleur passeur. Oui. Mais vous voyez, donc ça veut dire que déjà au niveau de cette équipe, on a tout. Maintenant, on va attendre parler plus de l'OTR. Je pense que ça fera la 3e saison successive avec ces mêmes joueurs l'année prochaine. Alors là, on attendra parler parce que cette année, c'est vrai que le club a cherché le haut du classement. Oui. Il a été, mais je pense que ce n'est pas le résultat escompté. Il voulait plus le titre de champion. Mais je me dis, à voir un peu le classement et puis les ambitions d'Asco et puis de la SK, je me dis que ce sera un peu difficile pour la SOTR. Peut-être à la rigueur terminer 2e de ce championnat, ce sera un honneur, pourquoi pas. Semassi, on revient sur le cas. Oui. Vous les voyez tout faire pour se maintenir, pour éviter la relégation. Aujourd'hui, Semassi est 14e, où ça va se jouer avec Kakal, qui est le premier non relégable. Oui. Il fallait un instant de Bikinti, qui est classé 15e. Ce match, c'est juste une finale pour ces deux équipes où on joue le maintien. J'avais parlé la fois dernière que c'est un match piège pour Semassi, voilà, pour SOT qui n'a pas gagné sur 3 matchs successifs. Effectivement. Et voilà, il fallait rebondir avec. Et pourquoi c'est face à Semassi? C'est le calendrier où malheureusement c'est pas bien tombé pour Semassi. Voilà, mal tombé, voilà. Également avec ça, Ahmed Okoro qui est critiqué parce qu'il a les moyens. Où chaque saison on lui dit le tableau il s'en arrive pas, donc lui aussi il n'est pas tout à fait c'est un club qui mérite de jouer normalement les premiers rôles, bien sûr, parce que les moyens sont là, pour mieux représenter le pays. Il y a des joueurs qui viennent et qui repartent, ça fait que voilà, pour asseoir une équipe digne de ce nom avec une ossature qui à tout moment peut ramener un rebond. La profondeur de banc aussi, quand les joueurs sont titularisés aujourd'hui, ils sont rigolés sur le banc. Ça fait que voilà, il n'y a pas de constance collective là au niveau de cette équipe. Mais bon, tout compte fait, c'est une équipe qui va revenir encore l'année prochaine. Et où ils sont carrément à l'abri de la relégation. Puisque voilà, c'est la déception totale pour ces clubs qui sont à Lomé, qui n'arrivent plus sur 5 saisons à ne pas tituler le haut du tableau. C'est regrettable. C'est regrettable. Et toujours, pour parler de cette 24e journée, on a eu également le résultat de Gomido à domicile. C'était face à la formation d'Unisport. C'est quoi? Non, Espoir plutôt. Espoir et Séduction. 0-0. Waouh. Gomido qui était sur une très bonne dynamique également. Mais là, à la maison, face à son public, on n'arrive pas à gagner. Oui, ça a été toujours comme ça pour cette saison pour Abalodossé, où à domicile, c'est pas tout à fait ça l'assurance au niveau de la performance. Parfois, je me dis que c'est à l'extérieur qu'ils arrivent à faire un peu pour avoir moins de pression, c'est ça? Bon, à Palimé, je ne crois pas que cette équipe a des solutions. Peut-être qu'aujourd'hui, il manque quelque chose à Gomido comme un finisseur. Vous savez, le crucial problème des équipes du Togo. Oui, vous savez, le championnat togolais, il n'y a pas d'attaquants. Il n'y a pas trop d'attaquants. Et quand on parle d'attaquants, c'est à la base. Et même quand on en a, il marque peu. Il marque peu, la faute à qui? Aux tactiques mises en place. Quand vous prétendez qu'un attaquant puisse marquer beaucoup, il va falloir qu'il reçoive des ballons, des passes décisives. Et quand il n'a pas, il ne fera pas de la magie. Mais quand l'attaquant aussi a les ballons, il faut qu'il les mette au fond des filets. C'est un travail personnel qui se fait également, et non individuellement. Il devrait avoir un entraîneur. D'accord, d'attaquants au sein des clubs. Au sein des clubs. Chaque poste doit avoir un entraîneur, mais les moyens ne permettent pas aujourd'hui
au club. On connaît nos réalités. Hein. Peut-être que la professionnalisation peut changer tout, mais quand on commence pas déjà... Quand on parle de 70 millions pour un club de première division, 80 millions pardon pour un club de première division, 70 pour la D2. J'espère qu'ils vont avec ces sous-là. Ça fait mieux que 10. Hein. Oui, bon, il faut les utiliser. Hein, à bon escient. Oui, à bon escient. Est-ce que c'est une histoire d'utilisation? Je pense que même la masse salariale va engloutir beaucoup de choses, ça c'est vrai. Parce qu'avec la professionnalisation, on parle plus d'organisation comme l'a dit tout à l'heure au niveau des clubs. C'est l'entraîneur, je pense que l'entraîneur, le salaire, tout ça. Bien sûr, le staff technique, renforcé. Absolument. Parce que quand vous voyez la plupart de nos clubs, même ils n'ont même pas d'entraîneur et de gardien. Ah, pardon. Vous n'allez même pas voir de médecin. C'est compliqué, c'est compliqué. Oh oui, bon, moi je me dis, je voudrais rejoindre quand il parlait de buteur. Je pense que moi, l'exemple que je donne aujourd'hui, c'est CDF Afino. CDF Afino a démontré qu'avec le travail à la base, vous pouvez avoir... N'est-ce pas? Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour le football moderne. D'accord. Moi, j'étais sur une plateforme la fois dernière quand je jouais CDF Afino et Club Finale. La question que un panéliste avait posée, c'est de savoir est-ce que Jules Aziamale a marqué. Donc ça veut dire que l'attaquant a déjà frappé l'heure. Et quand vous voyez le stade et la statistique de ce joueur, vous allez voir qu'il a beaucoup apporté, tout comme Claude Klidje, Sopoli. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est le travail à la base. Il est très important pour nos clubs, que ce soit de première ou de deuxième division, d'avoir des catégories inférieures pour pouvoir leur injecter des joueurs. On va rester toujours en première division pour parler du Dynamique togolais. Voilà aussi une équipe... La D2, c'est assuré. Je pense que même en début de saison, l'équipe même s'était déjà préparée pour être en deuxième division. Oh là là, oh là là. Vous voyez la façon dont on a changé les trucs au niveau de Dito, ça a choqué tout le monde. C'était vraiment très difficile pour des joueurs qui n'étaient pas habitués à ce niveau de compétition. On vous amène, on vous dit ok, bon, vous êtes physique déjà, il faut jouer avec la tête. Alors que ici, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont rompus à la tâche auxquelles vous faites face. Et je pense que Dito fait le résultat qu'il faut. Je pense au cours de la saison, Dito a eu 2 victoires. Seulement 2 victoires, c'est vraiment trop maigre sur 24 journées de championnat. Donc je me dis que l'équipe même s'est préparée pour aller en deuxième division. Peut-être l'année prochaine, travailler plus pour revenir en première division. Parce que même déjà avec l'aspect technique, moi je me dis, est-ce que c'est avec cet entraîneur-là que Dito va continuer pas à jouer sur les 10 prochaines années? Il dit qu'il ne rendra pas les armes. Mais on attend de voir d'ici la fin de la saison. Bon, du fait que parce que moi je me dis peut-être c'est l'entraîneur qui est le plus connu au niveau des hommes habillés aujourd'hui. Ça c'est vrai. Est-ce qu'il sera là pour tout le temps? Vous posez la question. Oui, c'est la question que moi je me pose avec le système imposé par les dirigeants du club. Mais c'est vraiment dommage pour cette équipe parce que tout le monde se disait que c'était l'équipe de Dito. C'était l'année de Dito pour titiller l'Asco de Cara. Voilà. Avec l'équipe qui avait, lors de la saison dernière, c'était des jeunes qui ont commencé par se connaître, qui étaient arrivés à un niveau. Et si ce Dito-là était là aujourd'hui, je me disais que peut-être la SCK ne serait pas en deuxième position à cette date-là et que le conflit ou bien la lutte pour le titre de champion, ça va se jouer entre Dito et Asco de Cara. Malheureusement, l'équipe a été décimée et il faut reprendre à zéro. Ce qui est dommage, on a eu des joueurs intéressants au Dynamique togolais comme Mensa Akoliche Victor, Emmanuel Pataille, Denis Abalo et tous ont quitté le club aujourd'hui. On parle beaucoup plus de joueurs entre guillemets corps habillés. La transition qui la conséquence elle est là. La conséquence elle est là, c'est leur politique à eux, à ces dirigeants là qui veulent voilà. Mine de rien, Dito risque de disparaître. Deuxième division, troisième division, et puis bon, peut-être là, ça va devenir un club de district. Ils veulent juste simplement que les joueurs viennent de leur garnison et tout ça. Autre, c'est parce qu'ils ont des joueurs pour. On dirait pas qu'aujourd'hui, dans cette équipe de Dito, il n'y a pas de qualité. Peut-être individuellement. Ils ont eu quelques victoires au cours de la saison. Oui, 14 points sur 24 journées, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, ça c'est vrai. S'ils ont encore la même politique, il faut juste aller chercher des joueurs au sein de leur armée. Mais là aussi, c'est un autre défi. Merci beaucoup. C'est un autre défi. C'est ce à quoi j'allais en venir. On a un championnat militaire qui se joue tout le temps. Effectivement. D'accord. Si Dito ça peut être une solution. Voilà, si Dito veut rester vraiment Dito, je pense qu'on travaille avec cette équipe, mais au même moment, on prépare une autre équipe
pour prendre la relève. Et je pense que très rapidement, Dito peut remonter la pente. D'accord. Messieurs, on continue nos aiguillages concernant nos thématiques. On va désormais parler de la sélection Fanion, les éperviers du Togo qui, dans quelques heures, seront face aux Bright Stars du Soudan du Sud. Alors, pour cette sortie-là, messieurs, je voudrais vous voir mouiller là-dessus. Les éperviers au stade de Kégué, pour vous, vous vous attendez à quoi exactement? La victoire, rien que la victoire. Et je me dis qu'aujourd'hui, les stats sont en faveur du Togo. Quand vous voyez les dernières rencontres des éperviers, on sent que la sérénité commence par revenir au sein du nid des éperviers. Quand on parle de sérénité, ce n'est pas cette sérénité des joueurs, mais c'est-à-dire la sérénité. Je veux parler un peu de l'état d'esprit. Vous ne pensez pas que les joueurs sont confiants? Non, mais ils sont confiants? Plutôt maintenant, sans que les joueurs sont confiants. Ah d'accord. Ils sont tellement on va regarder le graphique qui annonce le match pour voir exactement si sur les visages de Laba Fodo, regardez ces visages-là. Ça sent la confiance. Ah oui, Romao, Kevin Denke là-bas. Surtout avec Kevin. Avec Kevin Denke. Kevin, d'habitude, c'est sa position sur le graphique de son club. D'ailleurs, je pense qu'on a une très bonne image. Avec le nouveau design justement de l'équipement des éperviers. En tout cas, ils sont attendus. Ces trois-là, Laba Fodo, Alexis Romao et Kevin Denke. C'est toute l'équipe même d'ailleurs. C'est toute l'équipe qui est attendue. Parce que, parce que eux tous, au cours de la saison, ou bien ne serait-ce que sur les 10 dernières journées de la saison, eux tous ont fait des merveilles. D'accord. Dans leur club. Donc ça doit rejaillir. Ça doit rejaillir. Dans la sélection. Même l'a déjà dit dans ses propos. Je pense c'est Kevin Boma. Qui l'a dit que au vu de tout ce qu'ils ont fait dans leur club, que c'était très important qu'ils reproduisent la même chose également au niveau de la sélection. Mon cher, par rapport à l'attente, justement. L'attente, c'est pas demander grand chose. Gagner, rien que gagner. Charles, aujourd'hui, au vu de la saison qu'ont effectué ces joueurs convoqués, s'ils ne gagnent pas à Lomé face à cette équipe soudanaise qui, devant le Togo, ça ne fait pas peur. Je ne les minimise pas, je ne les sous-estime pas. Mais le Togo, aujourd'hui, est classé dernier au classement sur cette compétition. Et quand on va essayer de gagner, ça relance pratiquement la machine. Vous parlez du Soudan du Sud qui est dernière? Oui, le Soudan du Sud a un point. Un point. On a 2 points. Bon, c'est l'occasion. On est quand même devant le Soudan du Sud. On laisse de côté le classement du Soudan de quelque chose. Mais mieux faire par rapport à Eswatini, parce qu'on a fait 2-2 comme ça, mine de rien. Les Swatini, ça fait du passé, c'est juste l'état c'était à Kégué. Évolué. On ne refuse pas. Non, l'état aujourd'hui, l'état d'esprit de l'équipe a évolué. A très évolué. D'accord. Donc vous attendez à autre chose aujourd'hui? Non, franchement, je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure même de donner le 11 de départ de Paulo Duarte. De Paulo Duarte. Ah, ça c'est intéressant. Ce qui, ça c'est intéressant. Face à l'Eswatini, on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas. D'accord. On ne pouvait pas. Je garde aujourd'hui, la main. Je pense qu'on peut donner un remplaçant. N'est-ce pas? D'accord. Il y a une concurrence qui s'installe dans cette équipe. Quand on vous convoque en tant que joueur, vous avez obligation de se donner à 100%. Et quand Paulo Duarte nous a montré l'exemple en écartant certains joueurs qui, une fois la confiance en eux, n'ont pas su quand même relever ce défi, ils sont quand même conscients de la situation, ceux qui sont convoqués. Donc, ils doivent tout faire pour satisfaire les Togolais parce qu'il est temps qu'on retrouve quand même cet engouement qui, dans le passé, était vraiment au profit des Togolais. On a vu quand même la visite des Toufan, les chanteurs qui les a motivés. Il faut ces visites-là au niveau président de la Fédé, le président, pourquoi pas le président de la République aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on parle de la sélection nationale. C'est l'occasion. C'est pas seulement quand on qualifie pour la CAN qu'on est à la présidence pour recevoir le drapeau. Non. Le président de la FTF va forcément le faire, le ministre aussi. Exact. Il faut le président pour leur dire que voilà, c'est le moment où jamais mouiller le maillot. Faites-nous vivre tout simplement rêver, pourquoi pas, et aller au mondial. On rappelle que le Togo a été au mondial 2006. Depuis là, pour l'instant, on a fait une traversée du désert. Paulo Duarte a fait la promesse. Oui, qui sait? Il vous a fait la promesse. Non, mais il a fait la promesse que le Togo ira au mondial. Que le Togo va se classer premier de son groupe. Premier. Oh oui. D'accord. Si on est en symbiose avec Justin, on pourra nous proposer l'interview de Alexis Romao qui,
retrouve un groupe intéressant et il se dit, tiens, on est capable d'aller battre cette équipe-là, histoire de rester concentré et surtout de matérialiser les temps forts. Si Justin peut nous aider à regarder cette interview-là, on va y aller. On a bien commencé le début de préparation. Là, on est, comme tu viens de dire, à quelques jours et on voit les joueurs concentrés parce qu'on sait que c'est un match important, surtout à domicile. On sait que c'est une équipe difficile à manœuvrer, donc j'ai vu vraiment de belles choses cette semaine. Et le coach nous a beaucoup parlé pour nous prévenir de ce danger de cette équipe-là. Et on voit bien vraiment une équipe concentrée, soudée et envie de travailler ensemble. Voilà, on sait, le coach nous a, comme je disais, beaucoup parlé de cette équipe-là. C'est une équipe solide, difficile à manœuvrer, donc c'est à nous de trouver les solutions avec le coach pour pouvoir gagner ce match-là. Après, c'est à nous d'être à 200%, c'est ça surtout. Et si on est concentré, on pourra bien faire un bon résultat contre le Soudan. Oui, effectivement, contre le Sénégal, on a fait une grosse partie, surtout sur la fin, on a créé pas mal d'occasions, beaucoup d'occasions même, je dirais, et on a manqué d'efficacité. Donc là, il va falloir avoir le même état d'esprit, mais par contre, devant, forcément, il faut être plus efficace. C'est ça, en fait, là, la clé de ce match-là, il faudra être efficace offensivement, surtout. On a bien commencé. On l'a vu, hein, on l'a bien écouté. Alexis Romao, toujours fidèle à lui-même. Hein. Oui, je retiens deux mots. Oui. État d'esprit, efficacité. L'état d'esprit, j'en ai déjà fait cas. Oui. C'est-à-dire, lui-même, il a dit que il revoit un groupe qui renaît. C'est-à-dire que la confiance est totale. C'est déjà un pas pour le Togo. Maintenant, l'efficacité, c'est-à-dire qu'il a fait référence au match contre le Sénégal. Oui. À Lomé, où on a perdu des occasions nettes, pas possibles. Donc je pense qu'avec le travail qui a été fait tout au long de ces jours où ils étaient à Lomé, il a dit que s'il y a l'efficacité, que le Togo devait remporter ce match-là face au Soudan du Sud. Messieurs, on va continuer nos discussions. On va parler bien sûr des éperviers avec le public. On sait très bien que le Togolais de nature, quand on vient au stade, on est beaucoup plus occupé par les réseaux sociaux. Voilà, c'est quand on est mené, à un moment donné, qu'on se réveille. Mais bon, quand ça ne joue pas, on est là assis, on ne dit rien. Quelle attitude vous attendez justement de la part du public vis-à-vis de cette sélection ? Oui, ben, le public pour la qualification en 2006 a été un facteur très important pour ce parcours-là. Aujourd'hui, c'est parce que l'équipe, de par ses performances, ne motive pas trop pour demander au public de venir au stade et motiver encore ses joueurs. On est là en tant que Togolais ou parfois pour rejoindre également les deux bouts, c'est difficile. D'accord. Quand on y va au stade, c'est en même temps savoir que voilà, c'est une tâche qui nous est quand même incombée. C'est un devoir patriotique. Voilà, montrer ce côté pour les joueurs. Alexis Romao disait tout à l'heure, il faut être à 100%. À 100%, c'est d'abord l'appui du public. Et l'appui du public, je vais là demander également au speaker. Quand vous venez au stade de Kégué, le speaker, de par ses réactions, il ne motive pas trop. Est-ce que c'est pas aussi la sono qui n'est pas forcément au rendez-vous? Tout ça, c'est l'organisation. Voilà. Pour gagner, c'est en interne aussi. Et ça, c'est un tout. Nous devons le savoir. Le speaker, c'est pas si il est trop dormant. Ah. Il y a des séquences de match, on a 45 premières minutes. Oui. Il y a des séquences où le speaker doit quand même inciter le public à chanter. Oui. Mais quand on est là, le speaker dort. Lui aussi, il est emporté par le match. Il est emporté aussi. Donc le public, on a déjà des groupes de supporters. On se dit que voilà, c'est suffisant. Non. Nous autres, on va suivre. Non, c'est pas. On a dépassé cette étape. Voilà. Si nous voulons que le Togo gagne ce soir, il va falloir que nous nous impliquons tous en tant que Togolais qui est venu au stade. Et je crois que ça devrait normalement passer. Ah oui, mon cher, un mot là-dessus avant de parler d'autre chose. Je pense que d'ailleurs, les speakers, ce sont des gens qui sont formés. Oui, il y a ça aussi. Ça, qui vont souvent clair, avoir des renforcements de capacité. Absolument. Malheureusement, bon. Ouais, mais on prend le cousin d'à côté pour venir travailler. Voilà. C'est un point très important. Oui. Par moment, on manque là ce soutien, mais je me suis dit sur ces deux derniers matchs, surtout face au Sénégal, j'ai senti que le public quand même a constaté qu'à un moment donné, quand le Togo ou bien les joueurs togolais ont la possession de balle, il faut les pousser à faire. Vous sentez qu'il y a une nouvelle union oui, je pense entre l'équipe et le public? Oui, surtout
Avant que vous continuiez, je rappelle que le Togo reste sur 8 matchs de suite, sans défaite, 4 nuls, 4 victoires. Oui. Sur les 19 derniers matchs, le Togo a seulement 3 défaites. Donc je pense que c'est déjà... Même si pour l'instant on n'est pas allé à la CAN sur les derniers chiffres. Oui, c'est déjà un point positif. Parce qu'en 5 ans, on a vu avec Claude Leroy, les résultats n'y étaient pas. C'est un autre temps. Oui, et maintenant avec Paolo Duarte, je pense qu'il a fait une expérience de 2 ans. Pour vous, il y a un renouveau. Oui, il y a un renouveau. Je pense qu'il faut lui donner la chance d'aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'à un moment donné, on a senti également nos joueurs à l'étranger qui n'était pas tellement en forme. Mais cette saison, vous allez voir pratiquement tous les week-ends, vous attendez Yao Anor, homme de match, Roger Arolo, Kevin Denke, Labafodo. Voilà, donc on attendait Bebou, voilà, on attendait un peu parler des joueurs togolais. Donc c'est pourquoi je parle d'une renaissance. Il faudrait qu'on donne cette chance-là aux techniciens portugais de continuer. Pourquoi pas? Lui-même, je sais que en son âme et conscience, il sait que l'objectif c'est la CAN 2025. Absolument. Et que cette équipe-là doit être modelée, préparée à travers ces éliminatoires-là. Mais maintenant, comme il a dit que lui aussi il veut se qualifier pour la Coupe du Monde. Non, c'est bien. C'est une pression. C'est une motivation. Oui, effectivement, c'est une pression qui lui-même il a. Et qu'il est obligé d'injecter aux joueurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Vous le dites si bien. On va parler du système Paolo Duarte. C'est vrai, nous, on n'est pas à la place du sélectionneur, mais on est habitué désormais à un 3-5-2. Ce sera ça ou bien vous voyez autre chose face au Soudan du Sud? Bon, c'est à lui de nous la proposer. On rappelle que Dieng Dakonam ne sera pas là, suspendu pour cumul de cartons. C'est pas quand même un gros problème pour cette équipe-là qui prétend aujourd'hui rivaliser avec les autres. Mais aujourd'hui, c'est on a déjà de la relève. D'accord, allez-y, Etienne. Pour la tactique 3-5-2 où Paolo Duarte nous a toujours habitués à ça, c'est des systèmes qui impliquent beaucoup la montée des latéraux. Absolument. Pour quand même faire des centres. Aujourd'hui, nos latéraux, c'est pas ça au niveau de l'implication offensive. C'est pas tout à fait ça, mais ça demande également au milieu de terrain avec les attaquants qui doivent à tout moment faire des appels. Des appels en profondeur qui permettent au milieu de terrain de donner une bonne passe. Quand vous êtes un attaquant, vous n'avez pas ce petit coup de souffleur là pour faire des appels en profondeur. Et on peut beau avoir les tactiques en place, mais on n'aura pas créé des occasions. Mais à chaque fois qu'on aura des occasions, il faudrait vivement que les attaquants soient efficaces, comme l'a dit Alexis Romao. D'accord. Tout va se jouer au fil des minutes où aujourd'hui les sélectionneurs ou bien les entraîneurs réagissent tactiquement de par ce qui se passe sur la pelouse. On a toujours la tactique bien avant le match avec la composition, mais au cours des matchs, ça change à tout moment. Donc c'est à Paolo Duarte de nous faire, ou bien de nous faire cette magie-là pour que la vie soit acquise ce soir. Peut-être, qui sait, le 3-5-2 avec Kevin Boma ou encore Khaled Naré et qui sait, Cloussé Agbozo, mais je ne sais pas. Bon, je ne suis pas en train de donner le 11 de départ de Paolo Duarte, mais justement, comme on est 7 millions d'habitants, chacun a son 11 de départ. Le 3-5-2... non, mais je pense que c'est déjà... Il ne faut pas y toucher. Non, c'est déjà ancré dans la tête des joueurs, parce que c'est de là que Paolo Duarte a trouvé la solution pour la sélection togolaise. On sait qu'à son arrivée, il avait commencé avec le 4-4-2, il a insisté là-dessus. Il s'est dit que peut-être avec la morphologie et puis l'aspect physique de nos joueurs, c'est ce qu'il leur faut. Maintenant, Etchevi a effleuré un sujet tout à l'heure. Je pense que depuis longtemps, on a ce problème de latéraux qui n'arrive pas à être réglé. Oh oui, surtout gauche. On a vu avec Ateodei Zanzan, il était bon. En termes de montée, mais défensivement il était faible. On a vu avec le cas Roland Mouzou, lui il était bon défensivement, mais il n'était pas bon offensivement. On a voulu tenter avec Zonor Ayao, Zonor Ayayi de Gomido. Il est venu en sélection, mais je pense que c'est l'âge qui lui a plutôt fait vraiment défaut, parce que l'entraîneur voudrait vraiment un jeune qui puisse vraiment porter cette équipe. Maintenant, entre-temps, on a voulu essayer Aziangbe, Kodjo.
l'attaquant. Bon, maintenant, avec Idil, le néo Adil Titi. Je pense que c'est l'option que l'entraîneur est en train de choisir. Du moment où il joue au milieu défensif, il veut l'essayer un peu dans le couloir pour voir si ça peut réussir. Donc je pense qu'aujourd'hui, le réel problème de cette équipe-là, pour Paulo Duarte, c'est les couloirs. Il n'arrive pas encore à trouver ceux qui peuvent jouer dans les couloirs pour lui. Ce qui est sûr, Steve Mensah, lui, sera dans les perches. Peut-être au milieu de terrain, comme d'habitude, on retrouvera Karim Derban, Alexis Romao. Le chouchou du technicien. C'est son chouchou. Roger Rolou, qui revient d'une campagne assez fatigante. On l'a vu hier à l'entraînement. Bon, il était pris un peu de côté avec le préparateur physique. Bon, peut-être Ilas Bebou ou encore Kodjo Ajagbe. Vous voyez Adil Titi être titulaire ce soir? Oui, ou bien si on n'a pas la solution et que voilà, c'est de par les séances d'entraînement qui auront obligé Paulo Duarte à le titulariser, tant mieux. Aujourd'hui, on peut quand même avoir la satisfaction. C'est sa première convocation avec les éperviers. Ça peut se faire. On a la tactique. 3-5-2, c'est une identité pour le Togo. Oui, aujourd'hui. Ça fait longtemps. Quand vous côtoyez les Togolais, ils vous diront, moi, on joue en 3-5-2 aujourd'hui. Donc, peu importe le joueur qui sera titulaire, il faut juste répondre au niveau de la tactique pour aller marquer. Parce que quand la tactique n'est pas bien maniée par les joueurs, c'est difficile de marquer. Moi, là où je crains pour Paulo Duarte, c'est plutôt en attaque. Charles, justement, c'est comme si vous lisiez dans ma tête, j'allais vous sortir le duo. Kevin Denke à Labafodo, l'un a fait une super saison avec Cercle Bruges en ayant le Soulé d'Ébène, meilleur joueur africain dans le championnat belge, et l'autre vainqueur de la Ligue asiatique des champions. Normalement, les deux doivent aller avec un triplé face mais ce n'est pas évident. Au Soudan du Sud. Ce n'est pas évident. Moi, je vois peut-être Fodo là-bas sur le banc. Vous savez, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure des performances de nos joueurs dans le club, mais on sait au même moment qu'en équipe nationale que ça ne roule pas bien pour tout le monde. Notamment Fodo là-bas, on sait que Fodo là-bas, sur pratiquement une dizaine de matchs sous Paulo Duarte, il n'a marqué qu'un seul but. Je ne sais pas si peut-être c'est la tactique imposée qui ne lui sied pas, mais tout le monde sait que depuis un temps en sélection, Fodo là-bas n'est pas pour le moment très serein. Mais peut-être une titularisation également peut être un moyen de le galvaniser. Maintenant, je vois également Yao Anor. Yao Anor, quand vous le voyez un peu avec Paulo Duarte, il est plus sur le banc. Il joue comme il emploie comme un joker. D'accord. Pour cette rencontre, peut-être une surprise. Yao Anor avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, Denke sera titulaire. Oui, Denke sera titulaire. Aziangbe aussi, Kodjo? Non, Aziangbe, je ne vois pas. Sur le banc, Ilas Bebou? Ilas Bebou, oui, je vois peut-être Ilas Bebou en attaque. D'accord. Oh oui, on peut le faire tourner un peu en attaque, un peu en dessous de Denke. D'accord. Fodo, je le vois remplaçant. Comme Yao Anor. Aziangbe, je ne le vois pas. En tout cas, il a un problème de richesse. 9 attaquants. Oui, c'est ce que Paulo Duarte a fait. Il y a Ouattara Moutalabou qui a également été décisif sur certains matchs. Exactement. Non, c'est pas compliqué, mais c'est un joker. Oui, c'est un joker. Mais je sais que quand vous voyez un peu, vous suivez un peu Paulo Duarte, vous saurez qu'il préfère jouer avec ceux qu'ils connaissent. Absolument. Donc, c'est-à-dire, il a, par exemple, Adil, je ne vois pas Adil titulaire. D'accord. Mais c'est lui qui l'a convoqué. Oui, il l'a convoqué, peut-être c'est pour l'intégration du groupe et autres. Bon. Quand vous voyez, vous faites... il a dit beaucoup de bien du joueur. Hein. Oui, il dit que c'est l'un des futurs meilleurs joueurs de la sélection. On le connaît. Il a fait la même chose sur Oro Gafo. Suleiman. Il ne l'a pas convoqué la fois dernière. Il a dégommé carrément. Oui, chez lui aussi, je pense que c'était une erreur de la part du joueur. Bon, bref. Oui, mais je me dis, en attaque, je vois Ilas Bebou. Ilas Bebou en attaque avec Kevin Denke. À part après, Ilas qui sera remplaçant, sera remplacé. Et oui, on va voir Fodo là-bas. D'accord. Et par après, on va renforcer même cette attaque-là avec Yao Anor. On a l'impression qu'il a concocté la liste avec Paulo Duarte. L'option idéale pour le duo d'attaque, je rejoins Charles là-dessus, Kevin Denke et Ilas Bebou. Ilas Bebou, il a la technique pour décrocher, porter le ballon. Ça, c'est clair. Ou Kevin Denke, à chaque fois qu'Ilas Bebou doit récupérer le ballon, doit faire des appels.
permettre également à Ilyes Bebou d'être un peu... Ça doit être ça la formule. Ça doit être la formule. D'accord. Il ne peut pas tous deux faire des appels en même temps. Oui. Il faudrait que quelqu'un puisse décrocher pour avoir le ballon où Ilyes Bebou est capable d'éliminer son vis-à-vis. Donc, c'est le duo d'attaque où on peut se dire que voilà, ça peut passer. Quand vous voyez bien, vous verrez que Kevin Denke et Fodolava, ils ont le même style de jeu. Oui, presque. En tout cas, nous, on s'attend à une belle victoire des éperviers, sachant très bien que forcément, bon, le Togo ne va pas aller chercher la Coupe du Monde ou la qualification, mais bon, qui sait, si le Sénégal laisse, la RD Congo n'en veut pas, qui sait, 20 ans après, le Togo sera à la Coupe du Monde en Amérique du Nord, mais avant, il faut battre le Soudan du Sud et aussi aller faire une belle prestation, sinon une très très bonne prestation en RD Congo. C'est le 9, non? C'est le 9. Le 9. Oui, le 9, bien sûr, dimanche. En RDC. Mais avant, messieurs, on va s'arrêter là parce qu'on a également une interview exclusive à faire passer pour nos téléspectateurs. Il s'agit bien de Kevin Denke, oui, qui nous a reçu il y a quelques jours, a reçu l'équipe de Club Sport Santé pour parler de sa carrière, de son intégration avec les éperviers, de son rêve, oui, pourquoi pas, d'aller décrocher quelque chose avec cette sélection. On se donne rendez-vous samedi, hein, si tout va bien. Ah oui, bien évidemment, avec la victoire pour le Togo. Inch'Allah, on sera là pour en parler. Charles, merci encore une fois d'être passé. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Merci beaucoup. On va rester sur toujours la fenêtre des matchs de FIFA Coupe du Monde avec l'interview qui va suivre. On dit un grand merci à toute l'équipe qui nous a encore accompagnés, Justin, Sylvain, Apollinaire et tous les autres. On vous souhaite une belle après-midi, surtout vivement la victoire pour les éperviers du Togo. On se retrouve samedi, même chaîne, même heure. Bye bye. Chers téléspectateurs et fidèles branchés de C-Sport, Club Sport Santé, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver dans cette émission et nous serons tout heureux d'être avec l'international togolais Kevin Denke, le super attaquant du Cercle Bruges qui a fait une saison exceptionnelle que nous retrouvons en exclu sur cette chaîne en matière d'interview. Kevin, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, ça va bien, merci. Nous sommes avec vous pour parler justement de votre parcours avec le Cercle Bruges. Vous vous attendiez à une performance aussi unique durant votre carrière? Oui, parce que je travaille pour ça, je m'entraîne beaucoup et je sais que j'ai la qualité pour ça. Maintenant, le penser que ça allait arriver assez rapidement et comme ça, non, mais je savais que ça allait arriver. Quand on arrive à faire 27 buts dans une saison, dans un championnat où il y a des concurrents, quel est le secret? C'est quoi la méthode de travail? Il n'y a pas forcément une méthode de travail spéciale. Je pense que c'est de se connaître soi-même, de savoir ce qui est bien pour soi et ce qui n'est pas bien pour soi et le pratiquer. Parce que ce qui est bien pour moi peut être... pas bien pour quelqu'un d'autre et je pense que ce qui a été bien c'est que je me connais de plus en plus et j'ai appris à développer mes points forts et on va dire améliorer mes points faibles aussi. Kevin se rend compte qu'il a réalisé quelque chose d'exceptionnel? Bien sûr, parce que je finis meilleur buteur dans mon club mais aussi dans le championnat et on se qualifie pour l'Europe parce que tous les buts ont servi à quelque chose. Et bien sûr, c'est unique, c'est exceptionnel et je suis content pour cela. Vous vous rendez compte que vos compatriotes suivent vos déplacements, tous vos matchs, lorsque vous sortez sur les terrains? Qu'est-ce que ça vous donne dans l'esprit quand vous foulez la pelouse? Au début, je suis quelqu'un qui fait ça pour moi, qui veut gagner, un compétiteur qui aime jouer, gagner, me développer. Et je me motive déjà assez tout seul. Mais de plus en plus, j'ai vu un soutien incroyable. Déjà dans notre club, au Cercle de Bruges. Bruges est une ville qui aime le foot. Et je le ressens quand je sors et tout. Mais ça n'a rien à voir avec les supporters du Togo. C'est quasiment quelque chose d'incroyable. Je vois ça de partout, sur les sites internet, sur les applications, voilà, Instagram, Facebook, de partout. Et même des Togolais qui sont là-bas, en France, en Belgique. J'ai commencé à recevoir plein de messages.
et j'ai ressenti vraiment quelque chose de très chaleureux et de réel. Donc je me suis rendu compte que quand je le faisais et que ça marchait pour moi, ben, ça marchait aussi pour tout un peuple, tout un pays. Et c'est très très motivant. Très, très motivant. Ça vous donne des ailes? Ça pousse, oui, bien sûr, ça pousse à faire mieux. On va ouvrir la parenthèse épervier parce que on vous a connu il y a déjà quelques années avec Claude-Marie François Leroy, tout doucement avec Paolo Duarte. Comment vous jugez aujourd'hui votre progression au sein du épervier? Moi, je dirais que je suis arrivé par je vais pas dire par la petite porte, mais j'ai commencé au tournoi de Toulon. Ça s'est bien passé. Après ça, je suis arrivé par Claude Leroy en équipe nationale. Il y avait les anciens qui étaient là déjà. Ensuite, voilà, je suis resté sur le banc, j'ai appris, je me suis développé, j'ai signé professionnel. Je pense que j'ai une progression assez que tout le peuple a vu. Ils m'ont vu arriver. Aujourd'hui, là où je suis, c'est quelque chose de assez naturel. J'ai eu beaucoup d'attentes quand je suis arrivé au Togo, tout de suite. Mais je dirais que naturellement, j'ai progressé, je me suis développé. Aujourd'hui, je suis là, j'ai toujours des attentes malgré tout, hein, mais voilà, je dirais ma progression assez naturelle et beaucoup d'apprentissage de tous les sélectionneurs que j'ai connus. On sait très bien que la campagne des éliminatoires, elle est très très longue, mais sûrement dans votre petite tête, quand vous vous retrouvez en groupe, il y a une motivation, il y a une envie d'aller loin. Bien sûr, si tu n'es pas motivé pour venir jouer pour le Togo, vaut mieux ne pas venir. Même que ce soit des matchs amicaux ou matchs qualificatifs, c'est mieux de rester dans son club. Donc on est tous motivés. Là, c'est la Coupe du Monde. On sait combien c'est important pour nous, mais aussi pour le peuple. Voilà, donc c'est super important. Donc on se parle tout le temps, on essaie de se motiver. Et là, il y a un vrai groupe qui se crée. Donc ça va le faire. Sur les deux matchs, vivement les 6 points contre le Soudan du Sud et la RD Congo, bien sûr. Oui, on vise de prendre le maximum de points. On vise de prendre le maximum de points parce que, comme vous venez de le dire, c'est long. Et tout ce qui se passe maintenant va compter à la fin. Ça veut dire le point qu'on n'a pas pris aujourd'hui, on peut le regretter demain, ou le point qu'on va prendre peut nous sauver demain. Donc c'est un marathon.